Bonsoir. Voici 60 ans, la guerre d'Espagne commençait. Le 17 juillet 1936, un groupe d'officiers se lance dans un putsch qu'ils imaginent rapide et facile. Ils déclenchent en fait une guerre civile. On l'a souvent répété, la guerre d'Espagne a été une sorte de prélude à la Seconde Guerre mondiale, où se sont affrontés la démocratie, le fascisme, le communisme. Nous n'allons pas ce soir raconter le combat des républicains contre les franquistes. Nous allons nous intéresser à un aspect moins connu, l'affrontement au sein même du camp républicain entre le courant libertaire et révolutionnaire d'un côté et les communistes et leurs alliés de l'autre. Dans son film « Land and Freedom », Ken Loach a traité de cette guerre civile dans la guerre civile où l'intervention de l'URSS a été déterminante. La politique de Staline pendant la guerre d'Espagne a un côté héroïque, lyrique, mythique. C'est l'épopée des brigades internationales. La politique de Staline en Espagne a un aspect noir, sinistre, terrible. Ce sont les services secrets, les procès, la liquidation des non-communistes. 60 ans après, le recul de l'histoire, avec l'ouverture des archives à Moscou, permet d'explorer l'ombre et la lumière. Tout commence en juillet 1936. Le 17 juillet 1936, au Maroc espagnol, la garnison militaire se rebelle contre le gouvernement légitime de la République. Dès le lendemain, selon un plan préétabli, dans toute l'Espagne, les unités militaires se soulèvent à leur tour. Franco, un général de 44 ans, parti des Canaries, n'arrive à Tétouan que le 19 pour diriger le putsch. Mais le passage des troupes insurgées du Maroc, indispensable pour la réussite rapide du coup de force, est empêché par la mutinerie des marins qui restent fidèles à la République et refusent de suivre leurs officiers rebelles. La marine de guerre reste loyaliste. À Madrid, le 18 juillet, le président du Conseil démissionne. Le gouvernement est incapable de résister au golpe. Les syndicats appellent à la grève générale. Dans les grandes villes, des milices ouvrières se forment à la hâte et s'arment comme elles peuvent. Le nouveau gouvernement, le 19, décide de distribuer les fusils. Les ouvriers se lancent à l'assaut des casernes insurgées. C'est la réaction populaire et spontanée qui fait échouer le putsch dans sa forme expéditive. La guerre d'Espagne commence. Elle va durer près de 3 ans et provoquer 300 000 morts. La guerre civile n'est pas une simple parenthèse dans l'histoire de l'Espagne. Pour en mesurer le sens, pour en comprendre les causes, il faudrait remonter loin dans le temps, évoquer les profonds antagonismes d'une société figée dans la tradition, où les conflits sociaux, d'une violence extrême, sont matés par l'armée. L'élection du premier président de la République espagnole a été accueillie par des acclamations enthousiastes. Don Niceto Alcalá Zamora a obtenu 362 voix. En avril 1931, la République est proclamée. Une coalition modérée gouverne, lance des réformes qui, sans satisfaire la gauche radicale, provoquent l'opposition de la droite conservatrice. Car en Espagne, l'aile révolutionnaire du mouvement ouvrier est sous l'influence des anarcho-syndicalistes de la CNT, Confédération nationale du travail, forte de 1,5 million d'adhérents. Les anarchistes prônent la collectivisation des usines et des terres et encouragent les grèves insurrectionnelles. Ils sont puissants en Catalogne et en Andalousie. L'autre grande force de la gauche est le Parti socialiste, qui contrôle le puissant syndicat UGT, également 1,5 million de membres, bien implanté à Madrid et dans les Asturies. Enfin, le Parti communiste, très minoritaire, né au début des années 30 qu'un groupuscule. Rapidement, l'expérience réformiste de la République agonise. La situation sociale est explosive. L'opposition de droite se regroupe derrière un avocat, Gilles Robles, dont la gestuelle rappelle Mussolini et qui effraie la gauche. Lorsqu'il est, en octobre 1934, sur le point d'entrer au gouvernement, les socialistes déclenchent une grève insurrectionnelle. À Madrid, les émeutiers ont vainement tenté de s'emparer de la principale caserne de la capitale. Cependant, l'état de siège subsiste. La garde civile et l'armée exercent partout une étroite vigilance et, en raison de la grève générale, assurent tous les services publics. On se bat pendant 4 jours dans les rues de Madrid, où les milices socialistes prennent d'assaut le ministère de l'Intérieur. Mal préparés,
le coup de force est un échec. Mais dans les Asturies, le mouvement insurrectionnel, mené par les anarchistes, les socialistes et les communistes, tient la région pendant plusieurs semaines. La répression de l'armée, menée par le général Franco, est terrible. 1000 morts, fusillés sans procès, 30 000 arrestations. La révolte des Asturies trace un clivage sanglant entre deux camps qui seront ceux de la guerre civile. Aux élections de février 1936, le bloc de droite et la coalition de Front populaire s'affrontent. La promesse faite par la gauche d'une amnistie pour les mineurs des Asturies, encore emprisonnés, décide les anarchistes à ne pas donner leur consigne habituelle d'abstention. Leur vote fait sans doute pencher la balance. Le Front populaire remporte les élections d'une courte tête. Un gouvernement de la gauche modérée est formé, mais très vite, il va être débordé par des forces sociales et politiques plus radicales que lui. Dès les premières heures, la foule libère les détenus des prisons. La CNT déclenche des grèves et pousse les paysans à occuper les grandes propriétés. Couvents et églises sont incendiés. L'extrême droite réagit. Attentats et assassinats se multiplient. L'armée conspire. Au début de l'été 36, la démocratie espagnole, tiraillée entre ces extrêmes, est en péril. Le climat est à la guerre civile. L'échec du golpe du 17 juillet déclenche un processus révolutionnaire. Le gouvernement de Front populaire, incapable de s'opposer à la rébellion de l'armée, abandonne de fait aux organisations ouvrières la résistance armée. Les milices font reculer les militaires, mais elles veulent cueillir tout de suite les fruits de leur victoire. Un peu partout, en territoire républicain, surgissent des comités révolutionnaires qui assument la réalité du pouvoir. Vivaldo Solano, un des responsables du PUM, un petit parti révolutionnaire implanté en Catalogne, a vécu ces journées de juillet 36. Ce sont les usines, enfin les sirènes des ouvriers qui m'ont réveillé. Et évidemment, et alors je suis allé vers les centres, là où il y avait les combats. Mais dans les usines, les ouvriers ils faisaient des gardes aussi. Et ce sont des choses qu'on ignore, parce que tout le monde s'attendait au coup d'État depuis quelques jours. Et alors il y avait des gardes dans les locaux, il y avait des gardes dans les usines. Et dans les usines, on s'apprêtait tout de suite à sortir avec les camions et avec les armes petites ou moyennes qu'on avait, parce qu'on avait essayé de rassembler des armes. Barcelone est l'illustration éclatante de cette situation où les autorités de la République sont mises hors jeu. C'est un comité central des milices, regroupant la CNT, l'UGT et le PUM, qui exerce l'autorité. Il s'est créé une telle atmosphère que les gens pensent que la victoire est possible, mais non seulement on a vaincu les militaires, sinon qu'on peut construire une société nouvelle. Et ça, c'est une force fantastique, fantastique. Et il y avait pour tous une autre perspective, c'était le socialisme. Viva la revolución, camaradas! Viva la CNT! Le 21 juillet, les quartiers du centre sont submergés par une foule d'ouvriers en armes. Les avenues sont sillonnées de voitures réquisitionnées par les organisations révolutionnaires qui occupent les grands hôtels, transformés en sièges de leur mouvement. Les jours suivants, les églises de la ville sont mises à sac et brûlées. Sur les parvis sont exposés les cadavres momifiés des prêtres. On comptera pendant toute la guerre entre 6 à 7 000 religieux victimes de cette fureur. En Catalogne, les usines sont expropriées et dans les campagnes, les terres sont collectivisées. Mais ça a été spontané. Nous, les partis qui se croyaient les plus avancés, nous on a lancé au début, le premier jour, le 20 juillet, un document dans lequel on demandait le contrôle ouvrier. On disait le contrôle ouvrier. Quand nous, on demandait le contrôle ouvrier, les ouvriers avaient collectivisé déjà des usines importantes de Barcelone. L'anarchiste Durruti est chargé par le comité des milices d'organiser une colonne constituée de volontaires pour reconquérir Saragosse. Des camions et des autobus équipés de blindages de fortune et bondés d'hommes à peine armés défilent devant une foule en liesse et font route vers l'Aragon. Les gens sont partis pour le front d'Aragon 48 heures après.
je voyais des militaires professionnels républicains qui nous disaient « mais c'est fou, il faut s'organiser. Pourquoi? Où est-ce qu'ils vont ?» Mais en quelques semaines, ils sont arrivés au port de Saragosse, de Huesca. En quelques semaines, presque en 15 jours. Dans l'autre camp, les régions du nord et du sud du pays, conquises par les généraux rebelles, sont le théâtre d'une répression massive à l'encontre des militants de gauche. Fin juillet, où en est-on? Les militaires rebelles voulaient empêcher la révolution, ils la provoquent. Le putsch rapide échoue dans la plupart des grandes villes grâce à la réaction populaire. Un processus révolutionnaire se déclenche qui fait éclater l'unité de l'État républicain. Les ouvriers ont des armes, ils les gardent. La guerre s'installe dans la durée. Les rebelles, emmenés par Franco, disposent de la puissance décisive de l'armée d'Afrique, forte de 40 000 hommes. Mais cette armée est coincée au Maroc. Sans elle, les franquistes n'ont aucune chance. C'est là que l'intervention étrangère, celle de l'Allemagne nazie et de l'Italie mussolinienne, va être décisive. Dès le 28 juillet 1936, des avions allemands forment un pont aérien entre le Maroc et la péninsule. En une semaine, 14 000 hommes se regroupent dans le sud de l'Espagne. Sous les ordres de Franco, l'armée d'Afrique opère une avancée rapide vers le nord, le long de la frontière du Portugal, afin de faire la jonction avec les généraux rebelles du nord. La République n'oppose pas une résistance efficace. Les troupes, désorganisées, sans encadrement, sont balayées par l'élite de l'armée espagnole, bien entraînée et équipée. Le gouvernement de la République demande de l'aide en matériel à la France. Le gouvernement de Front Populaire livre fin juillet une vingtaine d'avions. Mais Léon Blum, partisan de l'intervention, doit renoncer à l'aide sous la pression du Parti radical et surtout de la diplomatie anglaise qui redoute un conflit ouvert avec l'Allemagne. Le 2 août, la France et l'Angleterre proposent un pacte de non-intervention qui interdit l'envoi d'armes à l'Espagne. Malgré cette position officielle, Blum n'abandonne pas les républicains espagnols. En secret, Pierre Cot, ministre de l'Air, et son chef de cabinet Jean Moulin réussissent à livrer des armes et des avions. André Malraux se montre actif dans ces transactions. Dès la mine, il met sur pied une escadrille qui bombarde les troupes franquistes. Les puissances fascistes, qui intensifient leur aide en armes et en hommes à Franco, adhèrent au pacte de non-intervention. Plus surprenant, l'URSS fait de même. Staline est dans une situation compliquée, parce qu'a priori, il ne veut pas intervenir en Espagne pour plusieurs raisons. La première, c'est que la résistance aux militaires dans plusieurs villes s'est poursuivie par une véritable révolution en Espagne. Et révolution qui n'est pas dirigée par des communistes, révolution qui est dirigée essentiellement par les anarchistes. Le deuxième élément, c'est qu'il est engagé dans une politique, vous savez, on est dans la période du socialisme d'un seul pays. Ce qui prime, c'est la défense de l'Union soviétique. Il n'a absolument aucune envie qu'il y ait un autre foyer révolutionnaire en Europe. Et le troisième élément qui va peser de façon très forte, c'est que la France et l'Angleterre refusent de soutenir le gouvernement républicain en Espagne. Et Staline, qui est précisément dans une politique de rapprochement pour des questions de défense avec l'Angleterre et avec la France, ne veut surtout rien faire qui puisse heurter ces puissances. À ces motifs d'ordre international qui expliquent l'attentisme de Staline, viennent s'ajouter des questions de politique intérieure. Les grandes purges ont commencé. Au mois d'août se déroule à Moscou le procès de Kamenev et Zinoviev, accusés de trotskisme, qui sont exécutés. Tandis que Staline tergiverse, les armées rebelles du Nord et du Sud font leur jonction. Sur la côte française, les vacanciers observent à la jumelle la chute d'Irun et l'arrivée des premiers réfugiés.
La non-intervention est une duperie. Devant l'inégalité flagrante de traitement qui est faite à l'Espagne, la protestation s'amplifie dans les pays démocratiques. En France et en Angleterre, des comités d'aide alimentaire et sanitaire se mettent en place. Des hommes qui veulent se battre aux côtés des républicains traversent les Pyrénées. Ils s'engagent dans les milices de Catalogne, souvent encadrés par les anarchistes ou le POUM. Parmi eux, l'écrivain anglais Orwell. Beaucoup de ceux qui arrivent en Espagne dans les premières semaines sont des réfugiés italiens, allemands ou polonais qui ont fui leur pays d'origine et viennent poursuivre contre Franco leur combat contre le fascisme. En septembre 1936, l'évidence de l'appui apporté à Franco par l'Allemagne et l'Italie, le risque d'un effondrement rapide de la République, le danger de l'instauration en Espagne d'un régime fascisant, pousse Staline à sortir de son attentisme. En outre, et surtout, il subit à l'intérieur du mouvement communiste la pression du Parti français qui voit se développer un formidable mouvement de solidarité avec l'Espagne. Au début d'octobre, l'URSS décide d'aider l'Espagne. Staline envoie des armes. À la fin du mois, les premiers bateaux soviétiques livrent des avions, des chars, des mitrailleuses. Hitler réagit en envoyant en Espagne l'élite de son aviation, la Légion Condor, forte de 5000 hommes. L'URSS est confrontée directement à l'Allemagne et à l'Italie. La guerre d'Espagne prend une autre dimension. Ce sont bien le communisme et le fascisme qui s'affrontent. Madrid est le lieu de la première confrontation. Le 7 novembre, après un bombardement intensif, 12 000 soldats franquistes aguerris se lancent à l'assaut de la capitale. Du côté républicain, après les revers successifs de l'été, on s'attend à une chute rapide de Madrid. Au moment de la bataille de Madrid, le gouvernement espagnol quitte Madrid en pensant que la ville est foutue et confie la défense de la ville au Parti communiste. Il y a une junte de défense, mais en gros, les communistes défendent. Et l'organisation de la défense de Madrid sera faite, d'une part, par des dirigeants du Parti communiste qui seront célèbres après, comme Santiago Carrillo, par exemple, et d'autre part par Miaja, qui est, avec les conseillers soviétiques, officiellement le responsable de la défense de Madrid. Les syndicats mobilisent la population, galvanisée par les appels de la Pasionaria. Le Parti communiste espagnol s'appuie sur son 5e régiment, fortement discipliné et encadré, qui sert de modèle aux milices. Les conseillers soviétiques sont discrets, mais efficaces. L'arrivée des chasseurs soviétiques, des tanks, vont peser lourd dans la bataille. Le 8 novembre, alors que les combats font rage dans les faubourgs, la première brigade internationale de volontaires, organisée par l'internationale communiste, arrive à Madrid. Les Espagnols sont persuadés qu'ils sont abandonnés de tous. L'anecdote est célèbre. Quand la première brigade, 1900 hommes à peu près, arrive à Madrid, les volets se ferment parce que les gens pensent que ce sont les troupes de Franco qui viennent déjà d'arriver dans la ville. Tout d'un coup, les brigadistes se mettent à chanter l'Internationale et la population réalise que c'est au contraire des étrangers qui sont venus les aider. El primer contacto que yo tuve con las brigadas fue el 8 de noviembre en Madrid. Yo creo que la importancia de las brigadas en ese momento en que la política de no intervención estaba comenzando, fue para el pueblo madrileño la comprobación de que la República Española no estaba sola,
de que tenía amigos que estaban dispuestos a defender Madrid como si fuera su propio suelo, porque defendiendo Madrid se oponían al fascismo en sus propios países y además defendían la paz del mundo en ese momento. Après le défilé, où ils sont acclamés au cri de « Viva Russia » et « No Pasaran », les brigadistes montent au front. Il y a pas mal d'anciens de 14-18 dans leur rang. Ils ont fait le service, les Français, les Allemands ont fait le service militaire. Ils ont une expérience militaire dont les Espagnols sont totalement dénués, compte tenu de ce qu'était l'armée espagnole. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que quand on place les internationaux aux avant-postes en leur disant vous tenez là et vous ne bougez pas, quitte à vous faire hacher sur place, ils ne bougent pas. Les combats dans les rues de Madrid sont terribles. On se bat maison par maison, dans l'hôpital, dans la cité universitaire, où les combattants des brigades luttent au corps à corps, étage par étage. Devant ce sursaut, cette résistance de Madrid, Franco doit renoncer le 23 novembre à prendre la capitale par une offensive frontale. Il a perdu la bataille de Madrid. En décidant d'intervenir en Espagne à l'automne 1936, Staline sauve Madrid. Ses armes, ses conseillers ont été déterminants. Plus tard, il en fera payer le prix politique. Pour l'instant, le camp républicain ne peut que se féliciter de l'aide du mouvement communiste. Les Madrilènes, on l'a vu, ont applaudi l'arrivée du premier contingent des brigades internationales. Qui étaient ces hommes qui ont tout laissé pour partir combattre? Quel rôle ont joué les brigades internationales? Au-delà de la légende, portrait de groupe. Una comisión de diputados norteamericanos ha venido a España para ver sobre el terreno nuestra lucha y decir luego la verdad en su país. Con motivo de celebrar la conmemoración del primer aniversario de las brigadas internacionales, nuestros visitantes se detuvieron en Albacete, donde se hallaba la Brigada Internacional Americana, que tanto ha luchado y lucha en nuestras trincheras por la causa de los hombres libres de todo el mundo. La décision depuis Moscou de former des unités internationales de plusieurs milliers d'hommes, elle date de la mi-septembre 1936. Il y a un procès-verbal d'une réunion du Comintern qui annonce la volonté de recruter. Au moment où Staline décide d'intervenir en Espagne, l'idée de faire intervenir massivement des volontaires étrangers devient une bonne solution pour ne pas avoir à envoyer des dizaines de milliers de Russes en Espagne. Je suis parti parce que j'étais un militant communiste, j'avais lu Mein Kampf et je savais le danger mortel que faisait courir le nazisme dans le monde entier, en particulier en France, si l'insurrection franquiste dominait en Espagne. Je suis partie avec le troisième et dernier grand convoi qui a quitté la France, je pense que c'est le 20 novembre. Il y avait un nombre impressionnant de wagons. Nous étions certainement plus de 2000 dans ce convoi-là. Et je dois dire que ça a été une chose extraordinaire. Quand nous sommes arrivés en Espagne, alors là, le train s'arrêtait partout. Et partout, il y avait vraiment des foules de gens, des paysans qui s'étaient déplacés, qui venaient dans la gare et qui venaient avec leurs offrandes, du vin, de l'eau, des fruits, qui nous tendaient les enfants pour les embrasser. Beaucoup pensaient que 15 jours, 3 semaines de combat de rue auraient raison de Franco. Quand ils ont été sur place, ils se sont rendus compte que c'était une véritable guerre. Le gouvernement espagnol avait désigné la ville d'Albacete et la province, avec la province, pour servir de base pour les brigades internationales. Et après, bon, alors les soldats étaient répartis et immédiatement dès le lendemain, commençait l'instruction militaire. Et là, on vous a appris à vous servir d'un fusil? En Espagne, oui. Bon, c'est pas très difficile, hein. On se forme vite dans des conditions pareilles.
Ils avaient un armement très incomplet, il y avait des vieux fusils, ils n'avaient pas de mitrailleuses. Il y en avait, je ne sais pas, peut-être un tiers, un quart qui avaient reçu un semblant d'uniforme. Les autres, ils avaient leur costume civil et dessus, ils portaient des monos, c'est-à-dire des bleus. Les 35 000 combattants des brigades internationales qui proviennent de 52 pays sont répartis par nationalité. Le contingent le plus nombreux est français, suivi par l'allemand, le polonais, l'américain et l'anglais. Sur le modèle de l'armée rouge, coexistent un commandant militaire et un commissaire politique. À la direction des brigades, l'italien Luigi Longo assiste André Marti. Marti avait été désigné, après d'ailleurs la décision de la formation des brigades, il avait été désigné pour diriger les brigades internationales. Il avait un grand renom international, comme le marin de la mer Noire qui avait refusé de tirer sur la révolution russe à Odessa. Les brigades internationales sont organisées de A à Z par le Comintern. Toute l'orientation idéologique des brigades internationales, la presse des brigades internationales, le corps des commissariats politiques était très clairement aux mains des communistes. Eines Tages, da stehen Campesinos, als die Sieger aus manichem Feld, und das Tal dort am Rio Parama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Il y avait une discipline sévère, oui, c'est vrai, mais nécessaire en état de guerre. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a plus d'armée. Il y a eu des exécutions aussi sur le front. Et par des gens investis d'autorité souvent discutables. Il va y avoir des exécutions de déserteurs ou d'hommes qui refusent de monter au front. Pas énormément, je dirais certainement beaucoup moins que dans une armée classique. On a beaucoup d'exemples où précisément des commissaires politiques interviennent pour surseoir à une exécution et l'éviter. Marti a été attaqué à la Chambre à l'époque. On lui a reproché ses exécutions. Il a répondu en les réduisant à 50 personnes. Il y en a eu beaucoup plus. Il va quand même garder l'étiquette de boucher d'Albacete qui va lui coller à la peau jusqu'à la fin de ses jours. Ceci dit, on ne peut lui attribuer personnellement aucune exécution. Mais il est sûr que sa position de secrétaire de l'Internationale, présent en Espagne, vont faire qu'on va lui faire un peu porter le chapeau de tout ce qui va se passer en termes de répression. Mais l'autre élément qui est la vraie tâche, on peut dire, sur les brigades internationales, c'est un système carcéral qui est beaucoup plus destiné à des individus qui, soit qui boivent, soit qui ont déserté quelques jours. Et là, effectivement, il y a quelques tortionnaires, effectivement, dans ces prisons. Et il va y avoir des dizaines de victimes, très probablement. Et ce régime carcéral d'un brigade internationale est parfaitement intolérable. Les brigadistes vont se faire massacrer. Pendant l'automne, l'hiver 36-37, ils vont même parfois être, on peut le dire, envoyés au casse-pipe. Les conditions du combat étaient extrêmement dures, moralement et physiquement. Nous avons passé 4 mois au front. C'était toujours la même situation. Il fallait tenir coûte que coûte cette position pour empêcher la coupure de la route Valence-Madrid. Imaginez ce qu'est la vie d'un combattant sur ce front du Jarama, entre 2 murs de terre, dans la Sani, la crasse, les poux, avec la mort qui rôde en permanence. Au total, les pertes dans les brigades s'élèvent à 5 ou 6 000 morts. Les brigadistes ont pris part à tous les grands combats. Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel. Pendant plusieurs mois, au début, les brigadistes constituent le corps d'élite de l'armée républicaine. À partir de 1937, le recrutement se tarit et dans les bataillons internationaux, les Espagnols sont de plus en plus nombreux. En realidad, desde el punto de vista
del aporte militar, las brigadas tuvieron menos importancia de la que se les ha dado quizá algunas veces. Pero desde el punto de vista moral, psicológico, las brigadas ejercieron una gran influencia en el espíritu de resistencia que permitió al pueblo espagnol resistir durante 3 años. Les brigades internationales incarnent une bonne part de l'épopée de la guerre d'Espagne, même si elles prennent, dans l'imaginaire, une place sans doute démesurée. Tous les brigadistes ne sont pas communistes. Dans le bataillon italien Garibaldi en particulier, il y a beaucoup de socialistes. Mais l'encadrement et la direction communiste font des brigades internationales un des instruments de la politique de Staline en Espagne. Ce n'est pas le seul, loin de là. Le 7 novembre 1936, dans le port de Barcelone, après avoir débarqué sa cargaison, un cargo soviétique repart pour Odessa dans une atmosphère de liesse. Anarchistes et communistes au coude à coude acclament les marins russes. Les livraisons d'armes s'intensifient, le prestige de Staline est immense. Les livraisons d'armes représentent pour toute la guerre d'Espagne plusieurs centaines d'avions, peut-être 600 ou 700 avions, dans les 300 ou 400 tanks, environ 26 000 mitrailleuses, un bon millier de canons. Ça n'a pas été un effort négligeable, ça a surtout été un effort dans les 6 premiers mois, je dirais d'octobre au printemps 1937. C'était extraordinaire. Les premières arrivées des armes des soviétiques ont été reçues avec un enthousiasme délirant par le peuple espagnol, qui considérait que c'était le seul pays qui les aidait, avec aussi le Mexique, mais le Mexique avait envoyé surtout des carabines, des fusils, pas des armes lourdes, pas des avions, mais c'était les 2 seuls pays qui aidaient l'Espagne républicaine. Alors c'est clair que ça a développé, je dirais, un amour délirant, inconditionnel presque, pour l'Union soviétique. Salud, intrépidos luchadores de l'Espagne républicaine. L'aide russe n'est pas gratuite. Il n'y a pas que les délégations qui partent en URSS. En contrepartie des livraisons d'armes, la plus grande partie des réserves d'or de la Banque d'Espagne prend le chemin de Moscou. Dès novembre 1936, près de 500 tonnes d'or sont transférées dans le plus grand secret en URSS. Después de algunas semanas de permanencia en la Unión Soviética, retornan a la patria a defender a la España heroica por la victoria definitiva, por la destrucción del feroz fascismo. Pour livrer les armes, les bateaux soviétiques empruntent d'abord un itinéraire à travers la Méditerranée. Mais de plus en plus de cargos, battant pavillon russe, sont coulés par des sous-marins italiens qui surveillent l'étroit goulot entre l'Italie et la Tunisie. Bientôt, l'internationale communiste crée de toutes pièces une compagnie de transport maritime, France Navigation. C'est Serretti, dit Allard, qui en a la responsabilité. La vingtaine de navires de France Navigation, beaucoup plus discrets que les cargos russes, empruntent une autre voie depuis la mer Baltique jusqu'à Bordeaux. De là, les armes transitent par la frontière catalane grâce à la complicité des douaniers français. Il y a les armes, il y a les hommes. Alors, l'Union soviétique a établi des relations diplomatiques avec l'Espagne qu'à partir d'août 1936. Et dès que, fin août, le premier ambassadeur soviétique, Rosenberg, va arriver en Espagne, il vient avec un certain nombre de conseillers militaires. On pense qu'en tout, pendant toute la guerre d'Espagne, il y a eu au maximum 2000 soviétiques. Les militaires soviétiques, instructeurs, pilotes, tankistes, experts, spécialistes des communications, sont sous la responsabilité du général Berzin, chef des renseignements militaires de l'Armée rouge. Envoyé spécial du Comintern en Espagne, l'Italien Togliatti, alias Ercoli, est vraiment l'œil de Moscou. Il est chargé de faire appliquer la ligne de Staline en Espagne. Staline envoie des armes et il envoie des conseillers militaires pour gagner la guerre. En revanche, il utilise ce poids pour intervenir directement dans la vie politique espagnole. 2 diplomates, le consul Antonov Ovsenko à Barcelone, l'ambassadeur Rosenberg à Madrid, jouent de leur influence. Rosenberg va donner des conseils de gouvernement à Largo Caballero, donc au président du Conseil espagnol, de façon assez régulière et de façon d'ailleurs de plus en plus insistante, ou plus exactement,
Largo Caballero le supportera de moins en moins bien. Hay una carta de Stalin a Largo Caballero que firman Stalin, Molotov y Vorosilo, en la que Stalin le dice a Largo Caballero, que entonces tenía posiciones muy izquierdistas, le dice que la República Democrática Parlamentaria es quizá el régimen que más conviene a España. En ese sentido, en ese momento, Stalin tenía razón, ¿no? Il faut bien comprendre que le Parti socialiste en Espagne, à ce moment-là, est en situation de scission virtuelle entre une aile qui est dirigée par Prieto, qui dit en gros la situation économique, sociale de l'Espagne est telle que la révolution socialiste n'est pas à l'ordre du jour. Puis vous avez une autre aile qui est jusqu'en mai 37 au pouvoir, qui est dirigée par Largo Caballero et qui est pour faire la révolution. C'est-à-dire en gros en disant on va faire la guerre d'abord, qu'il faut restaurer l'État républicain en partie pour faire la guerre, y compris il faut composer avec l'Union soviétique parce qu'on a besoin d'armes, mais une fois qu'on aura gagné la guerre, on continuera la révolution. Lo que no quiere decir que Stalin tuviera interés en que España se convirtiera en una república comunista. Yo creo que eso no le interesó de verdad nunca a Stalin, porque consideraba que el intento de crear una república comunista en España iba a traer la derrota de la república. En effet, Staline ne veut pas de révolution en Espagne. Il veut empêcher la victoire de Franco et soutenir une sorte de front populaire où l'influence communiste serait prépondérante. Le PCE, qui est passé de 50 000 à 300 000 adhérents en un an, met en application l'orientation de Staline. Il s'agit de restaurer l'autorité de l'État républicain, donc de réduire l'influence des comités locaux qui échappent à son influence et d'autre part de réunifier une armée divisée en milices partisanes. Le Parti communiste espagnol, qui est des partis de gauche finalement le plus faible à la veille du putsch, va se renforcer d'abord parce que c'est probablement lui qui organise le mieux la défense à travers le 5e régiment. Il va organiser des milices structurées, il va apparaître comme un parti capable de défendre la République. Deuxième élément, il va profiter de l'apport en armes des soviétiques. Le prestige de l'Union soviétique va rejaillir énormément sur le Parti communiste. C'est un parti de l'ordre, le corps diplomatique lui-même le constate. C'est un parti qui défend la République telle qu'elle était avant le putsch. C'est un parti qui, dans ce cadre-là, cherche à se rapprocher dans la stratégie des fronts populaires globales de la petite et de la moyenne bourgeoisie et qui va chercher de façon privilégiée à recruter des fonctionnaires, des cadres militaires. Vous avez une situation particulière dans la République espagnole. Vous êtes dans une situation révolutionnaire, violente, et la carte d'un parti politique en poche ou d'un syndicat est la meilleure des assurances-vie. Mais c'est bien entendu sur le plan militaire que le Parti communiste espagnol, bien épaulé par les soviétiques, se montre d'une redoutable efficacité. Le général Lister, formé à l'école de l'armée rouge, commande ce fameux 5e régiment, à partir duquel les communistes vont peu à peu accroître leur influence sur l'armée républicaine. Le 5e régiment bénéficie en priorité des armes russes. Alors ils ont créé une armée, l'armée de manœuvre, qui était formée par des divisions contrôlées par eux. Le chef militaire, le commissaire politique, le commandement étaient contrôlés par eux. Et l'armement russe était là, les tanks étaient là. Et le reste de l'armée, on se battait en Andalousie, où on contenait les franquistes en Andalousie, en Extrémadure, au front d'Aragon. C'est-à-dire nous avons vu les avions soviétiques voler, mais on n'a pas eu d'armement soviétique, non. Il n'y a pas d'armement soviétique sur le front d'Aragon. Le noyautage du Parti communiste ne se limite pas à l'armée. Les communistes disposent en effet d'un instrument redoutable, le SIM, Service d'investigation militaire, sorte de police politique qui devient une annexe des services secrets soviétiques. Ces 6000 hommes enquêtent, arrêtent, torturent dans des prisons spéciales, des tchékas, qui échappent au contrôle des autorités de la République. Ces hommes de l'ombre, chargés des basses œuvres, de l'élimination des opposants, sont sous la responsabilité directe d'un agent soviétique, Orlov.
Et on sait par exemple que la première décision prise par le bureau politique de Staline, c'était d'envoyer Orlov, le chef du GPU pour l'Europe occidentale, qui avait déjà travaillé à sa façon en France contre les trotskistes français et en Angleterre aussi, avec l'ordre de créer un service d'information militaire. Et on suppose que pas seulement lui, il devait y en avoir d'autres, parce que le ministre de la Défense espagnol, un socialiste, a dit « c'est bizarre cette histoire, on nous envoie des policiers, mais pourquoi ? On en a des policiers ici. Pourquoi ils s'envoient des policiers? Pour se surveiller eux-mêmes. » Un clivage fondamental sépare le camp républicain. Il y a ceux qui pensent que pour gagner la guerre, il faut s'appuyer sur l'élan révolutionnaire qui s'est développé après le coup de force de Franco. Les anarchistes de la CNT et de la Faille, une bonne part des socialistes et le POUM sont convaincus que la victoire militaire passe par la révolution. De l'autre côté, il y a une gauche modérée qui veut rétablir l'État républicain et reconstruire une armée efficace et centralisée. Le reste des socialistes, et surtout les communistes, redoutent que l'effervescence révolutionnaire, les comités incontrôlables, la collectivisation des terres effrayent les couches moyennes. Le courant de la gauche modérée craint que les milices désorganisent l'effort de guerre. Il faut bien comprendre le paradoxe de la situation espagnole. Le Parti communiste est hostile à la révolution car Staline, tout à sa politique d'alliance avec les démocraties occidentales, n'en veut pas. L'affrontement entre les deux courants est inéluctable. Il ne peut se produire qu'à Barcelone, la ville de la Révolution, qui échappe au gouvernement central. Restaurer l'État et l'ordre républicain implique de réduire la Catalogne à l'obéissance. Le gouvernement républicain, dirigé par Largo Caballero, qui siège à Valence, comporte des ministres socialistes, communistes et anarchistes. Mais en Catalogne, il existe un gouvernement régional, la Généralité autonome, sous la direction de Luis Companys, auquel le consul soviétique Antonov Ovsenko ne dédaigne pas de rendre visite. À la Généralité de Catalogne cohabitent les anarchistes, les communistes et les membres du POUM. Cela, c'est le pouvoir légal. Dans les faits, toute la Catalogne est aux mains des anarchistes. Militairement, les milices de la CNT règnent sur le front d'Aragon. Les usines de plus de 100 employés ont été expropriées et fonctionnent sous l'autorité de conseils ouvriers. Les restaurants sont transformés en cantines publiques, les magasins sont réquisitionnés. Hégémoniques, les libertaires impriment leur marque sur la vie économique et sociale. Dans les campagnes, les terres sont collectivisées, l'argent a été aboli, les paysans se fournissent auprès d'entrepôts coopératifs. C'est un comité, le Conseil d'Aragon, contrôlé par les anarchistes, qui dirige en fait l'économie. Aux côtés des anarchistes, et prônant, comme eux, la nécessité pour gagner la guerre de développer la révolution, un petit parti, le POUM. Le POUM a été formé en octobre 1935. L'orientation du POUM, c'est l'orientation d'un parti marxiste révolutionnaire de l'époque, comme il y en avait pas mal dans le monde. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui soient un parti indépendant de la social-démocratie ou du stalinisme. Je pense qu'on devait avoir à cette époque à peu près 10 000 militants. Malheureusement, ces 10 000 militants, la plupart étaient concentrés en Catalogne. Les dirigeants du POUM ont été en 1920 parmi les fondateurs du Parti communiste espagnol. L'un d'eux, Andrés Nin, a fait ses classes à Moscou. En URSS, Nin a été choqué par les purges. À son retour en Espagne, révolutionnaire mais anti-stalinien, il devient la bête noire des communistes. En août 1936, le POUM est le seul parti à dénoncer les procès de Moscou. Les réactions immédiates ont été évidemment d'attaquer le POUM en disant que nous, on était des solidaires de traîtres. On était des agents de Hitler, de Mussolini, du Mikado, etc. Et finalement, peut-être de Franco, non? Évidemment, c'était tout à fait logique si on défendait Zinoviev, Kamenev, etc. Et donc le fait que le POUM se soit définitivement opposé à la politique de Staline va rendre obligatoire sa destruction. Je crois que Staline ne fonctionne pas au symbole, quoi. S'il élimine les trotskistes, s'il élimine tout ce qui peut être opposition communiste de gauche,
c'est pas parce qu'ils rêvent du pouvoir absolu, c'est parce qu'il y en a effectivement peur. Et donc dans le cadre de cette stratégie, l'élimination du POUM est absolument indispensable. En décembre 1936, sous la pression des soviétiques, les ministres du POUM sont exclus du gouvernement de Catalogne. Il y a un article dans la Pravda qui paraît à ce moment-là, qui est très clair, qui date du 17 décembre, je vous le lis parce qu'il se passe 2 commentaires. En Catalogne, l'élimination des trotskistes et des anarcho-syndicalistes a déjà commencé. Elle sera conduite avec la même énergie qu'en Union soviétique. Le 1er mai, Barcelone est en fête, mais la tension ne cesse de monter entre les anarchistes, le POUM, et le PSUC, le Parti communiste catalan. Il va y avoir un incident qui va mettre le feu aux poudres. Cet incident, c'est celui du central téléphonique. Alors, le central téléphonique de Barcelone, il a été pris dans les premières heures de la Révolution espagnole. Il est contrôlé par les anarchistes. Contrôlé. C'est-à-dire, en gros, qu'aucun ministre catalan, aucun dirigeant politique qui passe un coup de fil ne peut le faire sans être écouté par les standardistes. Enfin, il n'y a plus aucun secret. C'est quelque chose qui est difficilement supportable. Et donc, dans le cadre de la reprise en main de la Catalogne, les communistes, qui sont en fait la police, les gardes d'assaut de Barcelone sont dirigés par un communiste, va tenter de reprendre le central téléphonique. Le 3 mai 1937, 3 camions de garde d'assaut stoppent devant l'immeuble de la Telefonica et occupent par surprise le rez-de-chaussée. Immédiatement, les miliciens anarchistes ripostent. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville et des barricades se forment partout. Sans qu'aucune des directions politiques n'ait décidé cela. C'est un mouvement spontané de la population ouvrière de Barcelone face à la police de Barcelone, ennemie par ailleurs traditionnelle, qui a décidé de leur retirer un des symboles de la Révolution, qui est cette prise de contrôle du central téléphonique. En quelques heures, la bataille de rue s'étend entre les forces de police et les communistes d'un côté, le POUM et les anarchistes de l'autre. Le POUM s'interroge sur l'attitude à adopter. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le POUM, la direction du POUM a dit, au point où on en est, autant prendre formellement le pouvoir en Catalogne et à Barcelone. Et les anarchistes ont refusé. Les anarchistes ont refusé et leur indécision va leur être fatale puisque, d'un certain point de vue, c'est le début du déclin des anarchistes espagnols qui s'en relèveront jamais. Des jeunes officiers de la CNT du POUM, ils nous ont proposé de former une colonne, de descendre et de prendre les locaux du Parti socialiste unifié et le gouvernement de la Catalogne. Alors, nous, on a posé la question au comité de défense dans lequel on était, tout le monde était d'accord, et alors on a préparé la colonne. Et dans le haut du Paseo de Gracia, on a commencé à concentrer, et on avait évidemment des mitrailleuses, des matériels militaires, etc. Alors, il y a certains camarades qui ont dit que du point de vue militaire, c'était très facile. Mais la question, c'était et après. Et justement, j'ai téléphoné à Nîmes qui m'a dit que le problème n'était pas militaire, que le problème était politique, que la situation, qu'il y avait un décalage fantastique entre l'état d'esprit des gens à Madrid et dans d'autres endroits de l'Espagne, et à Valence, et qu'on risquait d'être isolés. Et que d'ailleurs la CNT ne marchait pas, qu'on ne pouvait pas prendre le pouvoir même contre la CNT. Le 4 mai, alors que les combats se généralisent, 2 ministres anarchistes du gouvernement arrivent de Valence et appellent sur les ondes à la fin des combats et à la reprise du travail. La trêve est de courte durée. On tiraille un peu partout. Les locaux du Parti communiste et le palais de la Généralité sont attaqués. Dans la soirée du 6, 2 croiseurs amènent des troupes gouvernementales depuis Valence, tandis que 4000 gardes d'assaut arrivent par terre. Le 7, la CNT lance un appel au cessez-le-feu. Les combats s'arrêtent, le travail reprend peu à peu. Les barricades sont démantelées. Le bilan officiel, sans doute sous-évalué, fait état de 500 morts et de 1000 blessés. Le bilan politique est bien plus lourd encore, car ces journées de mai à Barcelone marquent un tournant. À partir de ce moment, les communistes lancent une campagne violente contre le POUM, qu'ils accusent d'avoir fomenté un coup de force contre la République. L'Humanité donne le ton en écrivant « Des agents de Hitler et de Franco suscitent des troubles à Barcelone ». On peut vraiment condamner entièrement ce coup de force dans une telle période qui ne pouvait que mettre en danger la République. Mais dire que ceux qui avaient fait cela, c'étaient des fascistes et que c'était des
des agents de Franco, c'était pas vrai. C'était des révolutionnaires attardés, de ceux qui continuaient d'appliquer la doctrine de Bakounine du siècle dernier, et dont on peut dire que la Catalogne était le dernier rempart. Alors, c'était des révolutionnaires attardés qui ont commis une faute énorme, mais ce n'est pas vrai que c'était des trotskistes. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était tout simplement appliquer à l'Espagne ce qui se passait en Union soviétique. Et ça a été une très grosse, à mon avis, une très grosse erreur. Les communistes, qui peuvent compter sur l'aile modérée des socialistes emmenés par Prieto, font pression sur Caballero pour qu'il dissolve le POUM. Le vieux leader socialiste refuse. À partir du moment où il refuse de dissoudre le POUM, son sort est scellé. Et l'alliance des républicains, des radicaux, des communistes et des socialistes qui suivent Prieto renverse Largo Caballero, mettre en place Negrin, qui était l'ancien ministre des Finances. Et dans ce nouveau gouvernement, il va y avoir une reprise en main de l'État, et le Parti communiste, dans ce processus, va jouer un rôle fondamental. Le 17 juin, les communistes parviennent à leur fin. Negrin remplace Caballero. Le POUM est interdit, la répression est en marche. Le 16 juin, on a fait la dernière réunion avec Nin. On avait suspendu la bataille et on continuait à publier Juventud Comunista, que c'est l'hebdomadaire que je dirigeais. Alors je suis sorti du local quand Nin a été arrêté, une heure après la réunion. La CNT proteste, les militants du POUM plongent dans la clandestinité. Personne ne sait ce qu'il est advenu de Nin. Les journaux parlaient de cela. Et en même temps, ça avait été présenté, la disparition de Nin, et puis en même temps de 2 ou 3 autres aussi, dont je ne me souviens pas les noms, était présentée dans la presse comme étant leur fuite du côté de Franco. Et on croyait vraiment qu'ils étaient passés de l'autre côté. Sur les murs de Barcelone, les graffitis se répondent. Grâce aux archives ouvertes à Moscou, on sait aujourd'hui que Nin a été enlevé et assassiné par les services spéciaux soviétiques. Il a été envoyé de Barcelone à Valence. On dit que probablement il a été à l'ambassade soviétique. De là, il a été envoyé à la prison d'Alcalá de Henares. Ça, on le sait actuellement confirmé par l'enquête qu'on a faite à Moscou. Et on sait qu'on l'a transporté dans une prison privée, près d'Alcalá de Henares. C'est là. C'est la prison dans laquelle on l'a torturé. Et puis on l'a sorti de là et on l'a assassiné. On sait même une partie des noms des gens qui ont commis les crimes. Ils ont fait une comédie, ils ont expliqué qu'un groupe de brigades internationales avait séquestré Nin et que puis il était passé chez les Allemands, chez la Gestapo, etc. C'est que nous savons que toute l'opération a été dirigée évidemment par Orlov et que dans les agents d'exécution, il y avait Guéroé, Longora, et même un secrétaire à lui, qui probablement c'était un militant du SUC, du Parti socialiste unifié de la Catalogne, qui était son secrétaire. Et les autres noms, on ne les connaît pas. Bon, qu'il y a eu des militants communistes espagnols qui ont participé d'une façon ou de l'autre à ce crime, c'est possible, c'est presque sûr. Mais c'était des gens qui travaillaient avec les services soviétiques et qui étaient sortis du contrôle du parti. Et les soviétiques avaient un appareil ici, en Espagne, un appareil avec la permission du gouvernement, qui était présidé par des socialistes. Avait un appareil qui a fonctionné en ce moment et qui a monté toute cette histoire. J'ai eu la curiosité de demander à des dirigeants communistes plus anciens que moi, par exemple Passionaria, si à l'époque ils n'ont pas senti, ils n'ont pas vu que c'était une histoire bizarre. S'ils ne savaient rien, puisqu'ils étaient d'anciens dirigeants plus liés que moi aux soviétiques, et
autant pasionaria que Nietzsche, que d'autres, m'ont dit que non, qu'ils n'ont rien jamais su de la réalité à cette époque. Et je le crois parce qu'à ce moment, il me l'aurait dit. La presse communiste révèle l'existence de documents secrets, preuve de la collusion du POUM avec les services franquistes. On exhibe en particulier un plan de Madrid avec les systèmes de défense et portant les initiales AN pour Andrés Nin. Ce sont en fait des faux fabriqués par les services d'Orlov. Dans ce procès de Moscou à Madrid, Nin, torturé, refuse de signer les aveux qu'on veut lui extorquer. Mais Jesús Hernández, ancien ministre communiste qui connaît à fond la question, il a expliqué qu'il a été torturé d'une façon horrible et que Nin a tenu. Il n'a pas dit un mot. Et il a rendu hommage à Nin en disant qu'en réalité, il avait sauvé la vie de beaucoup de gens. Parce qu'évidemment, si à ce moment-là, on avait pu trouver un aveu de Nin, nous étions tous perdus. C'était les partis qui étaient perdus. Et pas seulement des dirigeants du POUM. Même Largo Caballero, il a dit, probablement, même moi, je dois ma vie au sacrifice de Nin. Des centaines de militants du POUM sont arrêtés. En octobre 1938, un procès des dirigeants du POUM tournera court devant les protestations de l'opinion internationale. À partir de juin 1937, le gouvernement Negrín pratique une politique de rétablissement de l'ordre intérieur. Les comités locaux, comme le Conseil d'Aragon, sont dissous et doivent se soumettre à l'autorité du gouvernement. Les terres collectivisées sont rendues à leurs propriétaires. Au mois d'août, la 11e division, commandée par le communiste Lister, procède au démantèlement des collectifs agricoles et au désarmement des milices. Car le rétablissement de l'autorité de l'État commence par la reprise en main des groupes armés. Les combattants des milices anarchistes ou poumistes sont incorporés dans l'armée régulière. Ceux qui refusent sont arrêtés. Le CIM, sorte de sécurité militaire sous le contrôle des soviétiques, élimine les mauvaises têtes. Mais dans les divisions contrôlées par le Parti communiste, on a assassiné des militants du POUM, on a assassiné des militants socialistes, on a assassiné des militants communistes dissidents ou qui n'étaient pas suffisamment conformistes. Non? On peut imaginer dans quelle situation morale se trouvaient les 10 000 combattants du POUM. Sur le front, ils se battaient contre les troupes de Franco. Et à l'arrière, leur parti est interdit, leurs dirigeants sont arrêtés ou exécutés, taxés d'être des agents fascistes. Et pourtant, ces miliciens du POUM ont continué à combattre et à mourir. À partir de 1937, dans le camp républicain, le courant modéré l'a emporté définitivement sur le courant révolutionnaire. Les anarchistes ne se remettront jamais des événements de Barcelone. Le gouvernement Negrín, où les communistes ont une influence déterminante, n'a désormais qu'un objectif, faire la guerre et la gagner. C'est à cet impératif d'efficacité qu'a été sacrifié l'élan révolutionnaire. Le tournant de 1937 avait une justification, empêcher la révolution pour faire la guerre. Mais l'armée réunifiée et réorganisée ne parvient pas à contenir la poussée franquiste. En avril 1938, les troupes nationalistes atteignent la Méditerranée et coupent le territoire républicain en deux. Pour desserrer l'étau, la République lance toutes ses forces dans la bataille de l'Èbre. Le 26 juillet 1938, l'armée républicaine franchit l'Èbre à bord de radeaux. Des soldats du génie mettent en place des ponts. La surprise est totale dans le camp franquiste, où on ne croyait plus la République capable d'un tel effort. En 4 jours, 250 000 hommes prennent position de l'autre côté du fleuve. L'offensive sur l'Èbre n'a pas qu'un but militaire. Il s'agit pour le gouvernement Negrín de montrer aux démocraties que l'Espagne républicaine résiste et se bat. Mais rapidement, Franco fait converger l'élite de ses troupes sur la poche de l'Èbre. Pendant 3 mois et demi, les deux armées s'affrontent dans cet ultime et sanglant choc frontal. Finalement, l'armée républicaine se retire sur ses positions de départ de l'autre côté du fleuve. L'armée franquiste, dotée d'un encadrement professionnel, a eu raison de l'armée populaire. Mais l'Espagne n'est plus le seul point chaud en Europe. Pendant que la bataille de l'Èbre fait rage, les démocraties sacrifient la Tchécoslovaquie à la conférence de Munich. À la fin de 1938, Staline,
S'il continue à envoyer des armes, c'est la partie perdue en Espagne. Negrín tire les conséquences de la nouvelle donne internationale. Il cherche à négocier une paix de compromis. Sous la pression des Anglais, il accepte le retrait des brigades internationales. Alors les interbrigadistes sont partis, ont quitté les fronts, et ils avaient vraiment l'impression, tous, qu'ils étaient en train d'abandonner dans le combat leurs compagnons de lutte, les Espagnols. Et ça a été très dur pour eux de quitter le front, parce qu'ils se considéraient comme s'ils abandonnaient la bataille. Le 15 novembre 1938, un défilé d'adieu est organisé à Barcelone. Pour beaucoup de ces combattants, épuisés, sans illusion, cette ultime démonstration a un goût de défaite. C'est un défilé de défaites de gens qui sont battus, qui se sont battus les armes à la main et qui peuvent rentrer dans leur pays la tête haute. Et je crois que c'est aussi important par rapport à leur parcours ultérieur. L'évacuation des brigades internationales se déroule sous le contrôle d'une commission de la Société des Nations. Deux mois plus tard, Franco fait son entrée dans Barcelone, la capitale de la Catalogne, n'a pas égalé Madrid dans sa résistance héroïque. Le Duce harangue la foule. La parola d'ordine! La parola d'ordine dei Rossi era questa! No passaran! Siamo passati e vi dico che passeremo! Les derniers brigadistes sont pris dans la débâcle finale qui rejette des centaines de milliers de réfugiés vers la France. Le 10 février 1939, les troupes franquistes atteignent à leur tour la frontière. Les combattants étrangers des brigades internationales sont parqués par les bons soins de la République française dans des camps situés dans le sud de la France, Gurs, Argelès, Le Vernet. C'est là que les antifascistes de tous les pays apprendront la signature du pacte germano-soviétique. On l'a constaté tout au long de cette émission, l'histoire est infiniment plus complexe que les légendes manichéennes ne le laissent croire. La guerre civile espagnole a fait dans les deux camps des centaines de milliers de morts, victimes des balles ennemies. Mais du côté républicain, à la tragédie de la défaite, il faut ajouter une tragédie supplémentaire, celle des vaincus, ces centaines, milliers de militants de l'utopie, arrêtés, torturés, victimes des communistes, victimes de la politique de Staline. L'histoire est complexe en effet. Beaucoup de ceux, communistes orthodoxes, conseillers, diplomates, militaires, qui ont appliqué la ligne de Staline en Espagne, ont été à leur tour victimes du dictateur. Citons parmi beaucoup d'autres le général Berzine, le général Goriev, l'ambassadeur Rosenberg, le consul Antonov Ovsenko, tous ont été fusillés à Moscou. Bien des anciens des brigades internationales, originaires des pays de l'Est, n'échappèrent pas à la répression. Deux cas parmi les plus célèbres. Le Hongrois László Rák, commissaire de la 13e brigade, pendu en 1949 à Budapest. Le Tchèque Arthur Landon, l'auteur de l'aveu, condamné dans les procès de Prague en 1952. En revanche, le communiste Togliatti, qui avait la chance d'être du bon côté de l'Europe, dirigera le Parti communiste italien jusqu'à sa mort en 1964. Quelques livres pour terminer et approfondir les questions difficiles qui ont été abordées ce soir. Hugues Thomas, La guerre d'Espagne, c'est un classique des classiques, c'est la Bible sur la guerre d'Espagne, c'est le livre le plus complet, qui est paru en 1961, mais avec une édition complétée, il est reparu, collection bouquins chez Robert Laffont, indispensable. Trois petits livres qui sont synthèses, qui sont tous les trois très bons. Gabriel Ranzato, La guerre d'Espagne, paru dans la collection XXe siècle chez Casterman.
Émile Témine, La guerre d'Espagne, paru chez Complexe, et Guy Hermé, La guerre d'Espagne, paru en Point Histoire. Pierre Brouet a fait paraître Staline et la Révolution, le cas espagnol, chez Fayard. Pierre Brouet a travaillé sur les archives à Moscou et révèle un certain nombre de faits inédits. Roger Caudoux, que vous avez vu dans cette émission, qui était dans les Brigades internationales, a fait paraître ses mémoires, s'appelle Le Cabochard, c'est paru chez François Maspero quand ses éditions existaient encore, en 1982. Alors, George Orwell, ça c'est un classique aussi, Hommage à la Catalogne, paru édition Ivrea. George Orwell a combattu dans les milices du POUM, c'est son témoignage, c'est un livre écrit à chaud, d'une lucidité absolument extraordinaire. Il y a 2 chapitres politiques à la fin d'analyse, je crois indispensable pour quiconque veut comprendre ce qui s'est passé en Espagne. Et enfin, la revue Autrement a publié Les camps sur la plage, un exil espagnol de Geneviève Dreyfus-Armand et Émile Témine, et concerne évidemment les camps de réfugiés espagnols en France après 1939. Voilà, l'émission est terminée. Bonsoir.